Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres. La Banque africaine de développement va revenir en Côte d'Ivoire alors qu'une réunion se tient aujourd'hui à Marrakech en marge des assemblées annuelles du groupe pour adopter la feuille de route. Le ministre ivoirien du plan affirme que les dispositions ont été prises afin que ce retour puisse s'opérer d'ici la fin de l'année. En titre également, la 13e conférence générale de l'association de l'Union des universités africaines qui se tient à Libreville au Gabon jusqu'à demain. La Banque mondiale annonce un renforcement du partenariat avec les universités. Et tout d'abord, on débute ce journal en Guinée où le président Condé ordonne une enquête sur les violences meurtrières de ce week-end qui ont fait une dizaine de morts. Les obsèques ont eu lieu ce mercredi et parallèlement, l'opposition se dit prête à accepter des élections législatives d'ici la fin de l'année si le gouvernement revoit les conditions de son organisation. Après 5 jours d'émeutes et de violences qui ont fait entre 12 et 17 morts et 89 blessés, la capitale guinéenne reprend lentement vie. Le président de la République a écourté son voyage en Éthiopie où il participait au sommet de l'Union africaine pour s'adresser à la nation. J'ai demandé au ministre de la Justice de prendre immédiatement les dispositions nécessaires à la mise en place d'un pool de juges exclusivement chargé de faire la lumière sur les récents événements et de rendre justice à toutes les victimes. Dans son allocution, le président a également réaffirmé son attachement aux libertés fondamentales. L'opposition, de son côté, s'inquiète de la dérive qui s'empare du pays et qui dépasse le cadre purement politique. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est l'unité de ce pays. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la vie en commun des différentes communautés dans notre pays. Ceci va au-delà du processus électoral. Donc j'estime que pendant ces quelques jours, nous devrons traiter une partie de cette question pour ramener le calme et une certaine sérénité avant d'aborder le processus électoral. Des milliers de manifestants la semaine dernière ont exigé des élections libres et transparentes, contestant l'organisation du scrutin du 30 juin. Mais les violences qui endeuillent aujourd'hui le pays prennent un caractère ethnique, un mouvement que la classe politique a de plus en plus de mal à contrôler. Les 48e assemblées générales de la Banque africaine de développement qui se sont ouvertes à Marrakech au Maroc sont l'occasion pour la Côte d'Ivoire de s'assurer du retour de la BAD à Abidjan. Une réunion a lieu aujourd'hui pour l'adoption de la feuille de route, mais déjà le ministre ivoirien du plan et du développement rencontrait hier le président du Conseil des gouverneurs. Le retour de la Banque africaine de développement BAD à son siège statutaire à Abidjan, bientôt une réalité. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, à cette rencontre avec le président du Conseil des gouverneurs de la BAD, Nisa Baraka, a eu l'assurance que ce n'est qu'une question de temps. Cette réunion a été l'occasion pour préparer en fait la réunion de demain, donc qui sont les assemblées et les prochaines décisions donc, qui seront prises. Et notamment donc la décision du transfert du siège de la BAD donc de Tunis à Abidjan. Demain en fait sera une occasion pour pouvoir adopter de manière définitive cette feuille de route, ce qui permettra véritablement de donner de la visibilité à la BAD, mais également à la Côte d'Ivoire pour mieux se préparer pour cette arrivée importante. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement a quant à lui assuré que du côté d'Abidjan, tout est mis en œuvre pour accueillir l'institution bancaire. La BAD a des responsabilités, la Côte d'Ivoire, la sienne. Donc nous avons, relativement à ce qui nous revenait de faire, pris des dispositions. D'abord pour que le bureau alternatif que nous devons mettre à la disposition de la BAD soit prêt. C'est l'immeuble CCIA, les travaux sont en train d'être achevés. Ensuite, en termes de logement, des dispositions ont été prises. Et au moment où je vous parle, je peux vous dire que d'ici la fin de l'année, nous pouvons mettre à la disposition du personnel de la BAD au moins 800 logements. Au cours de cette rencontre, il a été aussi question de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le ministre marocain de l'économie et des finances a souligné que son pays est prêt à accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de développement.
La 13e conférence générale de l'Association des universités d'Afrique se tient actuellement à Libreville au Gabon. Elle porte sur la transformation de l'enseignement supérieur pour l'employabilité des diplômés et le développement socio-économique. Et cette année, la Banque mondiale entend renforcer son partenariat avec les universités du continent. Réfléchir sur l'employabilité des diplômés et le développement socio-économique de l'Afrique, c'est sur ce point que sont focalisées les discussions entre les différents dirigeants des universités d'Afrique. Les travaux en session plénière ont vu l'intervention de Ritva Reinika, directeur du département de développement humain à la Banque mondiale. Pour nous, le développement humain, c'est vraiment l'éducation, la santé et les filets sociaux ou la protection sociale. Donc ce sont les domaines que nous travaillons. Et mon département couvre tous les pays subsahariens ce sont 48 pays. Les partenariats intellectuels et financiers déjà visibles, notamment l'appui concernant l'initiative des centres d'excellence en Afrique, se verront renforcés pour des besoins d'amélioration scientifique et technologique dans l'enseignement supérieur en Afrique. Nous avons parlé des défis qu'il y a, comme la gouvernance, l'investissement et les réformes qu'on doit faire, les centres d'excellence pour les universités. C'est-à-dire, ce sont les centres que la Banque mondiale veut donner soutien. La meilleure gestion des institutions universitaires, leur qualité énorme, la place des établissements privés, mais aussi doter l'ensemble des diplômés des connaissances qui peuvent être utilisées pour répondre aux besoins spécifiques, sont autant de points à promouvoir et développer dans nos universités selon la Banque mondiale, afin de relever les défis de développement du continent. En Tunisie, le procès de la fémène Amina s'ouvre à Kérouan aujourd'hui. Elle est jugée pour avoir peint le mot fémène sur un mur près d'un cimetière le 19 mai dernier. Et hier, devant le tribunal de Tunis, 3 militantes réclamaient sa libération et ont dénoncé la condition de la femme dans le pays, et ce, laissant nue comme à leur habitude. Le Pakistan, visé par une frappe de drone des États-Unis, le numéro 2 des talibans aurait péri, et Washington, qui dit ne pas être en mesure de confirmer sa mort, est critiqué par Islamabad pour les tirs qui coûtent la vie à des innocents à chaque fois. Une semaine après les promesses de Barack Obama sur la transparence et un usage plus limité des attaques de drones, le numéro 2 des talibans pakistanais aurait été tué par l'aviation américaine. Wali-ur-Rehman et 6 autres personnes seraient morts mercredi dans le nord-Waziristan. Une information que la Maison-Blanche, comme à son habitude, refuse de confirmer, malgré ses récentes annonces de Washington. Ces critères sont désormais en application, mais ça ne veut pas dire que nous allons évoquer les détails de chaque opération avec vous. Nous ne sommes pas en position de confirmer la mort de Wali-ur-Rehman. La transparence a donc ses limites. L'administration américaine, pointée du doigt par Islamabad, continue de garder le secret sur la plupart des attaques de drones. Une pratique qui s'est très largement intensifiée depuis l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche en 2008, aux grandes dames des autorités pakistanaises. Le gouvernement maintient que les raids de drones sont contre-productifs, qu'ils coûtent la vie à des innocents, qu'ils portent atteinte aux droits de l'homme et à la situation humanitaire, et qu'ils violent la souveraineté nationale. Washington affirme que ces frappes ont permis d'éliminer de nombreux chefs d'Al-Qaïda et de différents groupes islamistes dans la région. Mais les dégâts collatéraux sont également très importants. Près de 900 civils auraient été tués par ces attaques de drones lors des 9 dernières années. Hier, 29 mai, c'était la journée internationale des casques bleus. Chaque année, à cette date, on rend hommage aux hommes et femmes qui ont servi et qui continuent de servir dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Et cette année, l'accent a été mis sur l'adaptation aux nouvelles réalités. Et au Burkina Faso, les échanges ont eu lieu entre des experts de la défense, de la diplomatie et la presse afin de vulgariser les missions des casques bleus. Ils sont 111 113, le nombre de casques bleus a servi dans 15 opérations de maintien de la paix dans le monde. Depuis 1948, date de création du corps, 3096 ont trouvé la mort, dont 111 en 2012.
La date du 29 mai est retenue pour les rendre hommage et cette année, le thème porte sur les nouvelles réalités des conflits. La nature des conflits a beaucoup évolué. C'est-à-dire donc que les opérations de maintien de la paix devraient prendre en compte ces nouvelles contraintes et voir en fait en termes d'approche et en termes d'outils comment pouvoir prendre en compte la complexité nouvelle des conflits. Sur les 116 pays pourvoyeurs en tout, le Burkina Faso occupe le 21e rang. Actuellement, plus de 1000 Burkinabés interviennent dans des théâtres de conflits pour le maintien de la paix. Un peu partout dans le continent et même ailleurs dans le monde, le Burkina Faso participe à ces missions de maintien de la paix. Cette journée donne l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour les personnels qui sont tombés sur les champs de bataille. À travers cette participation du Burkina aux missions de maintien de la paix, il y a le fait que nous respectons un certain nombre d'engagements pris par nos autorités, mais il y a aussi que l'image de reconnue par les autorités, que ce soit des Nations Unies que des autres organismes internationaux, régionaux ou sous-régionaux. À cette journée internationale des casques bleus de l'ONU, 103 soldats décédés en 2012 seront décorés à New York à titre posthume. Parmi eux, 3 Burkinabés, le commandant Bassana Bachele de la MONUSCO et les soldats Ahmed Ouedraogo et Yannet Nabi de la MINUAD. Bientôt un nouveau mode de gestion des catastrophes naturelles pour nos pays. L'Africa Risk View est un nouveau logiciel qui va permettre d'enregistrer un grand nombre de paramètres pour anticiper et gérer les risques. L'Africa Risk Capacity, institution spécialisée de l'Union africaine, s'est réunie au Sénégal dans le cadre d'un atelier. Un système de réaction rapide en cas de catastrophe naturelle, tel se veut être le nouveau logiciel Africa Risk View, un outil d'alerte pour avoir à disposition toute la base de données relative à une situation de détresse. Pour le cas d'une famine par exemple, le nombre de populations touchées, à quel endroit et la quantité d'aide nécessaire pour vaincre la vulnérabilité des populations. L'expérimentation est faite d'abord sur le modèle de la sécheresse. En soi, c'est une révolution face aux lenteurs notées dans l'aide apportée aux populations. L'innovation majeure, c'est qu'avec le logiciel Africa Risk View, nous avons la possibilité d'évaluer le processus d'insécurité alimentaire bien avant en cours de campagne. Le logiciel est décrit comme le moteur technique de l'ARC Africa Risk Capacity, une institution spécialisée de l'Union africaine. Elle est définie comme une mutuelle panafricaine de gestion des risques, une entité dont la mission est de fournir aux États africains des fonds de secours rapides. L'ARC est tout au plus une initiative africaine de solidarité. Il convient de reconnaître qu'avec l'ARC, nous abordons un virage historique dans la manière dont les gouvernements africains anticipent et gèrent les risques de catastrophes naturelles dont sont victimes leurs populations. Les résultats du processus de paramétrage seront connus lors de cet atelier de 2 jours, ainsi que les modalités de transfert du risque qui font l'objet d'intenses discussions. Et enfin, le tabac, on continue d'en parler alors que la journée dédiée à sa lutte aura lieu ce vendredi 31 mai. Les fumeurs le savent, il est très difficile d'arrêter de fumer. Les bonnes résolutions ne tiennent pas longtemps. Cela dit, les compléments pour arrêter sont nombreux. Un accompagnement médical peut être nécessaire, mais une volonté de faire et l'accompagnement et le soutien de l'entourage sont indispensables. Anti-tabac, chewing-gum ou encore comprimés pour arrêter de fumer. Les industries pharmaceutiques rivalisent d'ingéniosité en proposant des produits de substitution censés aider les addicts à s'en sortir. La solution miracle est cependant ailleurs. Celle qui consiste à mettre le tabagique face à sa propre conscience. Je n'ai même pas arrêté progressivement, j'ai décidé, parce que les amis fumeurs me conseillaient que si je fumais 2 ou 3 bâtons, je commence à fumer un seul bâton. J'ai dit non, c'est moi qui ai décidé de fumer. Je décide donc d'arrêter. Même l'odeur me gêne quand les fumeurs fument. L'odeur me gêne. Mais je ne dérange pas le fumeur quand il fume. Je comprends son problème. La dépendance au tabac est reconnue comme un problème de santé publique. C'est pourquoi des dispositions sont prises à ce niveau afin d'aider les fumeurs à sortir de l'addiction. Le tabagique est un malade. Et s'il n'arrive pas à arrêter spontanément de lui-même, de par son initiative et sa volonté, une aide peut lui être proposée. Alors nous allons utiliser d'une part des techniques analytiques, étant donné que la cause qui a présidé à l'installation du tabagisme, le plus souvent, c'est une anxiété.
c'est de la maladie dépressive, c'est une propension à stresser, nous allons d'abord agir sur ces facteurs. Nous allons recevoir la personne, l'écouter et essayer de lui faire verbaliser ses difficultés tant dans la sphère familiale, professionnelle que sociale. 9 personnes sur 10 qui ont arrêté de fumer radicalement l'ont fait pour toujours. Ceux qui le font momentanément réchutent. Il n'y a donc pas lieu de jouer avec la cigarette. Voilà, merci de nous avoir suivis et bonjour à nos téléspectateurs de Dubaï. Bonne suite de programme et à demain.